On va d'abord retrouver Nivine Potros pour nous parler d'une arme en particulier. Toujours en compagnie du général Olivier Kempf, toujours en compagnie de Patrick Martin-Genier, de Guillaume Lagan et de Catherine Gentil. Évidemment, Nivine, donc, nous étions tout à l'heure en train de parler des armes à livrer à l'Ukraine. Pendant ce temps-là, les Russes continuent d'innover avec une nouvelle arme qui paraît au premier abord assez improbable. Exactement, on parle beaucoup des inventions ukrainiennes, mais les Russes ne sont pas en reste. Regardez cette nouvelle arme qui a été créée par des bricoleurs russes. Il s'agit d'un drone sur lequel on a fixé un missile anti-char capable d'atteindre une cible alors qu'il vole, mais également à l'atterrissage. Vous le voyez sur cette vidéo qui a été publiée en masse sur les réseaux sociaux russes. Alors quand on regarde dans le détail, de quoi s'agit-il précisément? Les Russes ont tout simplement superposé deux éléments. D'abord, le drone, qu'on le voit, c'est la base de cette nouvelle arme. Il s'agit précisément d'un drone Perun F. Vraisemblablement, c'est une version rafistolée d'un drone agricole chinois, le Z50, qui est actuellement vendu dans le commerce et qui est capable de transporter une charge de 50 kg. L'avantage de ce drone disponible dans le commerce, c'est qu'il est relativement bon marché, entre 7 000 et 10 000 euros pièce. Inconvénient, d'abord sa portée, à peine 3000 mètres, mais surtout son autonomie, à peine 7 minutes de vol lorsqu'il est chargé. Alors, sur ce drone, vous le voyez sur cette image qu'on a décomposée, les Russes ont fixé un missile anti-char, précisément le 9K11 Fago. Les Russes ont tout simplement ressorti ce missile de leur placard puisqu'il a été développé dans les années 60. Il a commencé à être déployé dans les années 70. Sa portée, c'est d'environ 2500 mètres. Et là aussi, il a plusieurs inconvénients, ce missile russe. D'abord, il est extrêmement lourd, plus de 35 kilos, si on ne compte pas son trépied, 35 kilos qu'il faut donc poser sur un drone. Les drones civils habituels ne peuvent évidemment pas porter une telle charge. Et puis, deuxième inconvénient, il est philo-guidé. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que ce missile, il est guidé jusqu'à sa cible par un opérateur grâce un fil qui reste connecté pendant toute la durée du vol, ce qui pose évidemment problème dès lors qu'on met ce missile sur un objet qui bouge, comme un drone par exemple. Qui plus est, ce missile, il nécessite une personne qui scrute à travers le viseur et qui le manipule physiquement les commandes. Il n'est pas possible de le guider à distance. Et quand bien même les Russes parviendraient à le guider à distance, il n'est pas forcément très efficace. En tout cas, il n'est pas assez puissant pour percer le blindage des chars ukrainiens. Cette invention, elle est donc effectivement impressionnante à l'image, mais pas très efficace. Pour qu'elle fonctionne réellement, il faudrait que les Russes y apportent plusieurs modifications, notamment cette histoire de guidage de missile une fois qu'il est en plein vol. Évidemment, merci beaucoup Nivine. Catherine, évidemment, pour le moment, je disais tout à l'heure, c'est perfectible et Nivine nous le dit très bien. Ceci dit, ça peut être le prototype de quelque chose qui peut évoluer très rapidement. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la vraie révolution dans l'armement? C'est souvent dans les conflits, justement, qu'on réussit à découvrir les moyens de se battre et de se tuer qui sont les plus efficaces. Là, c'est le début et vraisemblablement, les Russes vont continuer à travailler dessus pour le rendre beaucoup plus performant. Exactement comme on a vu les Ukrainiens, depuis le début de la guerre, réussir à utiliser des éléments qui, sur le papier, sont incompatibles, mais que finalement, on réussit à faire fonctionner ensemble. Donc, les Russes qui ont beaucoup progressé eux aussi de leur côté vont travailler sur cet objet volant pour le rendre beaucoup plus perfectible. Mais en même temps, les Ukrainiens le voient et de leur côté vont aussi faire la même chose. Donc, en réalité, dans l'armement, c'est systématiquement une course de vitesse parce que chacun travaille à peu près sur les mêmes choses parce que le conflit, évidemment, des deux côtés se déroule à peu près de la même manière. Mais celui qui gagne, c'est celui qui arrive le premier à rendre ces choses les plus performantes possibles. D'ailleurs, vous nous en aviez parlé la semaine dernière, Nivine. Au début, c'était les populations ukrainiennes qui s'étaient mises à inventer des choses. Et puis finalement, les ingénieurs, la recherche
recherche et le développement, c'est une vraie course d'ingénieurs maintenant, effectivement. Exactement, et maintenant, toutes ces inventions par des bricoleurs, elles sont carrément subventionnées par Kiev. Il y a plus de 1000 inventions qui ont été justement financées par l'État ukrainien. Alors, je vous en cite quelques exemples parce que c'est quand même drôle et très concret. Par exemple, les Ukrainiens, ils ont créé une mitrailleuse qui est pilotée à distance. Évidemment, c'est très pratique pour s'éloigner. Ils ont également inventé des Tokiwoki qui sont résistants aux brouilleurs russes, un robot kamikaze mais qui va s'avancer directement sur le sol, des robots mules en fait qui vont tout simplement soit transporter du matériel, soit transporter des blessés, et ça aussi pour la logistique c'est extrêmement pertinent. Il y a également des drones de déminage. Alors là c'est exactement la même chose, on a pris un drone, on l'a équipé d'une sonde qui permet en fait d'aller sur un champ et de voir où ont été positionnées les mines. Donc évidemment c'est très malin mais c'est surtout très utile, très bon marché et très rapide à développer, donc l'intérêt il est évident pour l'armée ukrainienne. Il y a eu des armes très emblématiques qui ont été inventées, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, général. Là où il y a eu le plus d'innovation, ça a été paradoxalement pendant la Première Guerre mondiale. L'innovation, et vous avez raison de le rappeler, madame, et Michel Goya, qui vient souvent sur ce plateau, a écrit un bouquin là-dessus où il explique que de 1914 à 1918, tout a changé. Je veux dire, l'équipement, les armes, les véhicules, etc. L'aviation, bien sûr, on pense à l'aviation, mais derrière ça, il y a eu tout un tas de choses. Ce qui est intéressant, c'est, oui, vous avez raison, l'innovation, elle est de part et d'autre. Cette histoire de lance-roquettes ou de missiles qui est porté sur un drone, ça c'est expérimenté un peu partout, y compris chez nous en Occident, sachant que chez nous en Occident, on commence à avoir des drones, des missiles anti-chars qui peuvent, ce qu'on appelle, tirer au-delà de l'horizon. C'est-à-dire que vous avez un autodirecteur dans la tête du missile avec une sorte de caméra qui rallie une désignation laser ou autre type, un GPS, et qui va aller taper la cible. Les Russes ne sont pas encore là, mais on peut imaginer que des Européens y arriveront bientôt. Ce 35 kilos, c'est assez lourd, mais bon. Peu importe. Voilà. Dernière chose, et vous avez raison de mentionner ces innovations, on n'arrête pas de dire que cette guerre est une guerre à l'ancienne, c'est la guerre des tranchées, c'est la guerre d'artillerie, etc. Oui, mais c'est en même temps une guerre très moderne à cause de l'innovation, avec deux grands segments. Un que l'on voit, c'est toute la robotique en vol, la robotique navale, la robotique terrestre, et puis un qu'on voit pas, mais vous y avez probablement, vous y avez fait allusion, c'est celle de l'électromagnétique, des ondes électromagnétiques, émissions, brouillage, communication, etc. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, Patrick Martin-Genier, que l'économie russe finalement ne souffre pas trop. C'est le FMI qui nous le dit, c'est relayé par le Financial Times aujourd'hui, qui dit que l'économie russe va progresser finalement plus rapidement que prévu pour cette année, que l'industrie de défense porte l'économie russe. Finalement, c'est peut-être aussi parce qu'il y a ce type d'innovation, finalement. Oui, enfin, il y a un lien, bien évidemment, mais je crois que l'économie russe est tournée vers une économie de guerre. C'est-à-dire qu'ils tournent tous leurs efforts dans la production d'armement, et on sait très bien que c'est la même chose pour les États-Unis. Plus on produit d'armement, plus ça fait de la croissance, plus ça fait des revenus pour les entreprises, et donc ça contribue à la croissance russe. Ceci dit, effectivement, c'est un élément important, mais est-ce que ce drone que l'on voit là, ça me paraît quand même fort peu praticable, c'est pas beaucoup maniable, encore une fois, c'est pas nécessairement ça qui va donner un avantage compétitif à la Russie. Mais vous avez raison, et on oublie une chose dans l'économie russe quand même, c'est que ce pays est un sous-continent à lui seul. Ce qui veut dire qu'il a une capacité d'autonomie, d'autosuffisance, de production, et même si effectivement il y a des importations, il a la capacité de produire. Se tourner vers l'économie de guerre lui donne un avantage très très important. Tant qu'il n'y a pas de contradiction, on produit, ça fait de l'argent. Et n'oublions pas non plus que le système bancaire n'est pas indépendant là-bas, et que donc fatalement la Banque de Russie va contribuer à cet effort de guerre en faisant marcher la planche à billets. Donc tout contribue effectivement à cette croissance, nonobstant la baisse des produits pétroliers, puisqu'il y a eu des contrôles, il y a eu des sanctions également contre la Russie. Il ne faut pas quand même négliger donc l'effet des sanctions économiques contre la Russie, qui a un impact direct sur la performance de ces munitions et armements. Surtout peut-être aussi pour l'après, c'est-à-dire que ça appauvrit un certain nombre de marchés qui ne sont pas des marchés de défense.